Alors bonjour à tous. Alors déjà on va s'excuser parce que vraiment on a énormément de retard. Ça devait commencer à 13 heures et ce n'est pas la faute de Marc, c'est moi qui suis arrivé en retard et on a mis un petit peu de temps à installer le matériel. Donc maintenant vous avez l'habitude des Facebook Live. Vous n'hésitez pas comme d'habitude à nous faire un petit coucou, poster un message, effectivement une question, puisque c'est l'objectif du live, c'est que ce soit interactif. Et donc aujourd'hui on va parler des troubles du sommeil avec Marc Findel, qui est donc médecin spécialiste du sommeil à Agno. Alors Marc, présente-toi un petit peu. Bonjour Leonardo, bonjour à tous. Donc voilà, Marc Findel, je suis donc médecin, je suis spécialisé dans tout ce qui touche les pathologies du sommeil. Alors non seulement les pathologies du sommeil, donc la nuit, mais aussi de toutes les problèmes que vous pouvez rencontrer qui sont les somnolences la journée, la fatigue, les gens qui s'endorment alors qu'ils ne voudraient pas, que ce soit en voiture ou ailleurs, ou alors bien sûr aussi les gens qui ont des insomnies. Bien entendu, la majeure partie de notre travail aujourd'hui, c'est les troubles respiratoires nocturnes, autrement dit le fameux SAOS, l'apnée du sommeil. Mhm. Mais je pense qu'il y a énormément d'autres pathologies dont il faut parler, sachant que globalement, dans les études qui ont été faites, quand on pose la question aux Français, avez-vous un trouble du sommeil cette dernière année, les gens répondent en moyenne que un Français sur deux a eu un trouble du D'accord. sommeil durant la dernière année. Trouble du sommeil voulant dire insomnie, jambes sans repos, apnée du sommeil, donc tout confondu, un Français sur deux a au moins un trouble du sommeil dans l'année. D'accord, ok. Et donc juste pour revenir un petit peu à toi, avant d'aborder le fond du sujet, donc toi tu es installé donc à Haguenau, tu as tout de suite fait de la médecine du sommeil? Alors j'étais initialement en fait médecin généraliste. Ouais. J'ai exercé pendant une quinzaine d'années en tant que médecin généraliste ici à Haguenau, et j'ai toujours été très très intéressé par les pathologies du sommeil et surtout leur essor ces dernières années. Donc j'ai changé d'activité en 2009, cela fait donc maintenant 8 ans que je ne m'occupe plus qu'exclusivement de pathologies du sommeil. Dans deux endroits, en fait ici aux 3 rue de la Redoute. Tu as déménagé récemment? On a déménagé récemment D'accord. pour la partie consultation, donc ici aux 3 rue de la Redoute à Haguenau, Mhm. où en fait c'est le centre de consultation et des examens en ambulatoire. Les gens viennent le soir ici au cabinet, dans l'après-midi, sont appareillés d'examen pour les mesures du sommeil nocturne, de la respiration, et une partie hospitalière. Nous avons créé il y a maintenant 7-8 ans un service du sommeil dédié et spécifique à la clinique Saint-Odile à Haguenau, D'accord. avec un sommeil aussi qui va déménager, qui va s'agrandir, avec d'ici quelques mois 7 chambres complètement dédiées et spécifiques des pathologies du sommeil. D'accord, ok. Donc les gens viennent ici, consultation ou l'appareillage pour la nuit, et puis sinon c'est les hospitalisations pour les enregistrements plus complexes. Les enregistrements complexes nocturnes et ou diurnes, puisqu'en fait, à un moment donné, on a besoin de savoir si les gens sont réellement somnolents ou pas. D'accord. D'accord. Donc en fait, on fait une chose très simple. Après une nuit passée chez nous sous électroencéphalographie nocturne, en médecine du sommeil, ça s'appelle une polysomnographie. Mhm. Les gens, on leur demande de s'allonger à 9 heures, 11 heures, 13 heures, 15 heures et éventuellement 17 heures. Et on leur demande d'essayer, s'ils le souhaitent, de s'endormir ou pas pendant 20 minutes. 20 minutes pourquoi? Parce que c'est le délai moyen, limite, durant lequel on peut s'endormir. D'accord. Et ensuite, nous regardons si les gens sont endormis ou pas, ce qui nous donne une durée de sommeil pendant ces siestes et qui nous permet en fait surtout d'objectiver ou non une certaine somnolence. D'accord. Alors, on va venir donc au sujet qui est donc les troubles du sommeil de manière générale. On va un petit peu voir globalement les différents types de troubles du sommeil qu'on peut avoir. Moi, je me mets dans ma peau de généraliste et je vais finalement te renvoyer un petit peu les questionnements que les patients ont le plus souvent. Alors c'est vrai que les patients viennent, et alors, tu l'as dit toi-même, ils ont souvent des problèmes de sommeil, souvent soit du mal à s'endormir, soit des réveils effectivement la nuit, avec plus ou moins de la somnolence dans la journée, ça dépend. Moi ce que j'ai constaté, et c'est ce que je crois d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de règle pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent dormir très peu, et finalement ça leur va très bien, et d'autres qui doivent dormir beaucoup, sinon ils sont fatigués.
Moi, je crois que tu abordes une chose fondamentale et je pense qu'avant de commencer à parler de sommeil, je pense qu'il est intéressant de donner quelques vérités sur le sommeil. Entre autres, la première chose, c'est combien de temps faut-il dormir, puisque c'est ça la vraie question. Pour répondre à la question, si on va peut-être citer un certain nombre de chiffres durant cette interview, mais je souhaiterais que les gens n'en gardent que quelques-uns. Le premier serait de dire qu'il faut au moins dormir 6 heures par 24 heures. Pourquoi ? Dormir moins de 6 heures par 24 heures est un risque, indépendamment de tous les autres, cardiovasculaire. Un risque accru d'avoir plus tard de la tension, du diabète, facteur d'obésité, facteur de troubles de l'humeur. Donc juste le fait de ne pas dormir suffisamment est déjà en tant que tel un problème. Il faut de suite parler de deux choses très spécifiques qui sont les courts dormeurs, donc les gens qui ont besoin de moins de 6 heures de sommeil. Ces gens-là ne sont jamais fatigués, ne sont pas somnolents et surtout n'ont aucune plainte particulière. Comment sait-on si on est court dormeur ? C'est-à-dire que aussi bien en vacances que durant l'année, que un petit peu tout le temps, vous dormez moins de 4 ou 5 heures, vous pouvez être considéré comme court dormeur. De l'autre côté, vous avez le long dormeur qui a besoin de plus de 10 heures, qui là n'est pas pathologique. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de sommeil. Donc quand ils dorment pas leurs 10 heures de sommeil, en fait ils sont fatigués. Ils sont fatigués, ils sont pas bien. Ouais, sont pas et bien. donc ces gens-là, on va chercher, comme tu le sais bien, des multiples d'autres causes sur la fatigue, sur l'asthénie, puisqu'en fait on rentre aussi, nous traitons aussi beaucoup de patients qui viennent parce qu'ils sont asthéniques. Et je crois qu'à un moment donné, il est bien, une fois qu'on a fait un diagnostic plus organique, enfin un bilan organique, à un moment donné, de se poser la question, mais est-ce que tout simplement ça ne serait pas un problème de sommeil, de quantité ou de qualité ? D'accord. Ok. Donc finalement, voilà, on a ces extrêmes, court, long dormeur. Et donc comme tu le disais, 6 heures, c'est... 6 heures, c'est la limite inférieure en dessous de laquelle il ne faut pas aller. D'accord. En moyenne en France, et c'est peut-être intéressant de le dire, on dort en moyenne entre 7 heures et 7h30 par nuit. 7 heures, 7h30, il faut savoir qu'on a perdu presque 1 heure ces 15 à 20 dernières années, eu égard à nos technologies que nous utilisons au quotidien. Un truc tout bête, le bruit. D'ailleurs, on entend un petit peu de bruit. Peut-être fermer la... Bon, ça va. Si jamais vous ne nous entendez pas bien, vous nous le dites, hein, mettez un petit message. Voilà, et puis on fermera la fenêtre, il fait bon là. Il fait bon, donc on profite. Et aussi la lumière, nos centres-villes, nos villes sont de plus en plus éclairées. C'est vrai. Et donc pour dormir, il vaut mieux se retrouver dans la pénombre, dans le noir. Donc là aussi, voilà, c'est tous ces facteurs extérieurs qui ont diminué au fur et à mesure un petit peu notre temps de sommeil. D'autre part, nous avons des vies actives, des vies pleines, et où pouvons-nous gagner 1 heure par jour entre notre vie professionnelle, notre vie familiale et notre vie sociale ? Eh bien, c'est en réduisant notre sommeil d'1 heure. Donc attention à ne pas trop réduire le sommeil, parce que l'absence de sommeil, le manque de sommeil est un risque pour la santé. D'accord. Donc ça c'est effectivement important, il faut savoir s'organiser pour avoir un minimum de sommeil et finalement être en forme. Exactement, l'hygiène du sommeil est une chose très importante et pour moi l'hygiène du sommeil dépend d'une hygiène de vie. Vous ne pouvez pas avoir une bonne hygiène du sommeil si vous n'avez pas une bonne hygiène de vie. Alors justement, hygiène du sommeil, alors il y a des gens qui font un peu tout et n'importe quoi, hein, c'est-à-dire ils vont jouer aux jeux vidéo puis ils pensent qu'en 3 minutes, boum, ils vont dormir, ils vont faire du sport le soir et puis d'un seul coup ils vont dormir. Comment on fait pour être dans de bonnes conditions pour pouvoir s'endormir ? Alors, pour s'endormir, pour être dans de bonnes conditions pour s'endormir, la première chose est de se créer un sas entre votre journée et votre mise au lit. Ça me semble très très important, se créer ce sas et non pas arriver, sortir du boulot, d'une activité sportive quelconque, prendre une douche chaude, d'aller se coucher, vous ne dormirez jamais, jamais, jamais. Pareil, les écrans, on sait que la lumière va être réfléchie au niveau de la rétine. Cette rétine va informer l'horloge biologique qu'il fait toujours jour. Tant qu'il fait jour, que ce soit le jour naturel ou les écrans. Tant qu'il fait jour, entre guillemets, vous n'arriverez pas à vous endormir. Et il faut à peu près 2 heures entre la fin des écrans et le début de l'endormissement. D'accord. Donc, en conseil simple, on arrête tous les écrans, aussi bien
les téléphones, les smartphones, ce qui est aujourd'hui est très difficile, surtout pour nos jeunes, pour les ados. Et pour les plus grands aussi, on arrête de travailler 2 heures avant d'aller se coucher, on arrête de regarder les mails. Je parle d'écran proche, d'écran très lumineux. Un écran de télévision au salon n'est pas dérangeant, parce que la source lumineuse est lointaine et beaucoup moins luminescente. Alors on a des... alors du coup je vais parler pour moi, parce que moi je suis sur mon ordinateur pas mal, et du coup je le ferme, et je vais me coucher. Mais alors, on a sur des écrans des filtres aussi nocturnes. Est-ce que ça marche ça ou... Alors tout ça c'est toujours pareil, hein, ce sont des pis-aller. Je veux dire, on sait qu'il faut arrêter. Alors après, aujourd'hui notre société, c'est typique de notre société. Ouais. Ah non, moi j'ai pas envie d'arrêter 2 heures avant, moi je veux bosser jusqu'au bout, regarder un film, machin. Comment je fais? Je mets des filtres essentiellement bleus sur les écrans, je vous expliquerai dans 30 secondes pourquoi plutôt les filtres pour la lumière bleue que les autres. Ouais. Et puis après, il y a des gens qui n'ont pas le choix, hein. On les fait travailler nous-mêmes avec des lunettes de soleil, ça aussi pour atténuer un petit peu la luminosité. Et il y a même aujourd'hui des ordinateurs qui ont des touches luminescentes, rétroéclair pour travailler en pleine nuit. Donc vous voyez, notre société, la technologie va à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. D'accord. Alors pourquoi la lumière bleue est tellement importante ou néfaste pour le sommeil? C'est parce que c'est cette lumière bleue, cette longueur d'onde de la lumière bleue qui va renseigner le cerveau sur le fait qu'il y a toujours encore une luminosité. Et c'est donc en fait la luminosité, une longueur d'onde de la lumière bleue qui va renseigner. Donc si vous cassez la lumière bleue, vous avez un peu plus de chance. Mais tout ceci est un faux problème. Arrêtez les écrans 2 heures avant d'aller vous coucher. Ne faites pas une activité sportive intense avant d'aller vous coucher. Pourquoi? Pour dormir, pour s'endormir et pour bien dormir, il faut que la température corporelle baisse. Vous comprenez que si vous allez faire un tennis avant d'aller vous coucher, eh bien tout simplement, vous allez faire un effort physique, votre température corporelle va monter, votre rythme cardiaque va s'accélérer et en fait ça va à l'encontre de l'endormissement. À l'endormissement et dans le sommeil, la température centrale baisse de quelques dixièmes de degré. D'accord. Donc finalement, tu as dit pour les écrans, donc 2 heures avant, voilà, il faut être, donc tu parles de ce SAS. Alors après, le SAS, chacun peut-être doit trouver l'activité, ce qui le calme, ce qui le sort effectivement de sa situation active. Ah, je crois que le SAS, c'est à chacun de nous un petit peu de réfléchir à qu'est-ce qui me fait du bien qui me calme avant d'aller dormir. Et il n'y a pas de juste activité. Il y a une activité qui vous correspond pour pouvoir un petit peu sortir du tumulte de la journée. C'est ça qui est important. Je dirais que c'est lumière, bruit, c'est les 2 éléments essentiels. Essentiellement la lumière, fondamentalement la lumière, le bruit. Ensuite, toutes les méthodes de relaxation, que ce soit de l'auto-hypnose, que ce soit du yoga, que ce soit de la méditation, elles sont toutes bonnes. D'accord. Elles sont toutes bonnes. Il n'y a pas de mauvaise méthodologie si vous arrivez à vous endormir de manière... est-ce que tu as une idée de combien de patients sont améliorés par ces petites mesures, ces mesures de bon sens, je dirais? Alors je dirais que presque 100% de nos ados sont améliorés par ces petites choses. Alors, on parle de troubles du sommeil, beaucoup de gens viennent ayant des troubles du sommeil. Ces troubles du sommeil, en fait, quand vous avez des troubles de l'humeur, les gens étant dépressifs, les gens anxieux, de fait de leur dépression et de leur anxiété, vont avoir des troubles du sommeil. Et en fait, l'une de nos spécificités est de remettre un petit peu, de faire le tri entre un syndrome dépressif qui crée des troubles du sommeil ou des troubles du sommeil qui créent un syndrome dépressif. Donc là aussi, encore une fois, quelqu'un qui a une pathologie anxieuse, dépressive, on va avoir beaucoup de mal à la traiter, nous, juste en médecine du sommeil. Le problème initial n'étant pas le problème du sommeil, il faudra donc d'abord traiter le trouble de l'humeur avant de s'occuper du trouble du sommeil. Ça aussi, c'est une vraie constance. Bien sûr qu'on va pouvoir améliorer et aider. C'est pour ça que l'exemple de l'adolescent, souvent, est relativement flagrant. L'adolescent, moi, je trouve qu'on en voit beaucoup. J'en vois 2 à 3 par semaine. Alors, vous allez me dire 2 à 3 par semaine, c'est pas énorme, mais vous imaginez bien que si des ados viennent dans nos centres
amenés par les parents, c'est qu'avant, ils ont déjà passé par un certain nombre de méthodes autres, de médecins, voire de certaines thérapeutiques. Donc c'est pour ça que, enfin, à la fin du fin, quand on n'y arrive pas, on vient nous voir. Les ados, souvent, pour la plupart, qui n'ont pas de pathologie autre que des troubles d'hygiène du sommeil, on les voit une fois. C'est une majorité d'ailleurs, je pense, chez les ados. 90%. 90%. On les voit une première fois, on fait un peu un état des lieux, on fixe avec eux un calendrier du sommeil, donc en des heures de coucher, des heures de lever, des heures d'arrêt des ordinateurs. On les revoit munis de ce calendrier 3 semaines, un mois après, 9 fois sur 10. Le problème est déjà quasiment réglé. D'accord. Je les revois encore une fois, souvent 2 mois après, juste pour valider qu'il n'y avait rien d'autre comme problématique. Donc c'est pour ça que cette hygiène du sommeil, chez les adolescents par exemple, mais chez d'autres adultes c'est pareil, c'est fondamental. S'il n'y a pas de bonne hygiène du sommeil, vous ne dormirez jamais. D'accord. Ouais, c'est important. Ça, C'est hyper important, et c'est aussi important parce que là on parle d'insomnie en fait, Leonardo, et donc l'insomnie, il y en a 3. Les gens qui n'arrivent pas à s'endormir, dont on a parlé, les écrans, le sas et tout ça. Il y a aussi tous les gens qui se réveillent à 3 heures du matin, qui n'arrivent pas à se rendormir. Et il y a tous ces gens qui se réveillent de bonne heure et qui n'arrivent pas à se rendormir. Là aussi, il y a des techniques essentiellement liées à une réduction du temps passé au lit, puisque souvent ces gens-là qui n'arrivent pas à dormir entre 3h et 5h du matin, vont essayer de gratter un petit peu le matin, au lieu de se lever à 7h ou à 8h, vont se lever à 10h. Donc ces gens qui vont se coucher à 22h, qui vont se réveiller entre 3h et 5-6h, ils vont se lever à 10h. Donc si vous passez 10 heures au lit, de 22h à 10h, alors que notre besoin moyen est de 7 heures, c'est sûr qu'il y a 3 heures, vous n'allez pas dormir. Donc là aussi, il y a des erreurs d'hygiène du sommeil, mais il faut raccourcir en fait au départ ce temps passé au lit. Il faut que le temps passé au lit corresponde à votre durée du sommeil. C'est au lit si on ne dort pas, quoi. On n'est pas au lit si on ne dort pas. Et là, c'est une troisième approche très forte dans l'hygiène du sommeil. On est au lit, on va se coucher quand je sens que j'ai envie de m'endormir. Parce que beaucoup de gens vont se coucher à 10 heures, non pas parce qu'ils ont sommeil, mais parce qu'il est 10 heures. Ouais. Vous ne vous endormirez jamais. Et donc il faut bien caler le temps de sommeil, le temps passé au lit au temps de sommeil, et surtout sentir ce moment où vous avez envie de vous endormir. D'accord. Le sommeil est souvent comparé à un train. La locomotive, c'est l'endormissement. Les wagons derrière, en fait, le sommeil, on dort par phase de sommeil. Chaque nuit, nous avons 4 à 5 cycles du sommeil. Chaque cycle du sommeil étant composé de sommeil lent, de sommeil rapide, de sommeil paradoxal et de sommeil... Enfin, on a 4 phases, on a 4 cycles, on a 4 phases dans chaque cycle du sommeil. Donc, la locomotive, c'est l'endormissement. Puis les 4 wagons qui suivent, c'est chaque phase du sommeil. Puis un deuxième train arrive, c'est le deuxième cycle. Et donc, il y a une comparaison très simple. Vous êtes sur le quai de la gare. Si le train n'est pas là, vous ne vous endormirez jamais. Si le train vient de partir, vous ne le rattraperez jamais. Et voilà, c'est exactement pareil quand vous allez prendre votre train que pour votre sommeil. Il faut prendre le sommeil quand il vient, être dans le bon wagon, dans le bon train, au bon timing. Donc finalement, c'est quand on sent l'envie de dormir qu'il faut y aller. Exactement. Il faut pas résister. Il ne faut pas y aller avant en se disant... avant, ça n'ira pas. Avant, ça n'ira pas, vous n'avez pas sommeil. Pourquoi vous allez vous dormir? D'accord. Effectivement, il faut trouver le moment. Il faut trouver le moment. Et ça, encore une fois, comme tu disais avant, chacun doit trouver son sas. Et chacun connaît très bien un petit peu ce moment où il se sent partir. D'accord. Et là, il est très important de s'écouter, d'écouter son corps et d'aller se coucher. C'est le meilleur moyen pour vous endormir rapidement. Donc moi, la chose finalement, la première chose qu'il faudrait transmettre de manière importante, fondamentale, c'est qu'il y a beaucoup d'individuel. C'est très personnel finalement. Pas individuel, c'est très personnel le sommeil. Donc c'est pas parce que votre voisin dort beaucoup que vous devez dormir beaucoup. C'est pas parce que lui il se réveille à 5h du matin et qu'il n'est pas crevé que vous à 5h du matin, vous ne serez pas crevé. Ah mais voilà. Je crois que comme beaucoup de choses dans la vie de tous les jours et en médecine,
votre meilleur médecin, c'est pas nous, c'est ni Grado ni moi, c'est vous-même. Si vous apprenez à vous écouter et à respecter vos rythmes naturels, parce que ça c'est vrai pour le sommeil, mais c'est vrai pour l'alimentation, c'est vrai pour d'autres choses, à respecter votre cycle naturel. Ne venez pas nous voir pour juste qu'on vous remette dans le cycle naturel. Si vous êtes déphasé, nous sommes là pour vous y remettre, mais ne luttez pas contre votre cycle naturel. D'accord. Donc là, on a vu les ados. Gros problème, effectivement. C'est quand je vais rentrer, là, je vais en parler. Et alors ensuite, il y a... alors est-ce que les enfants... Tiens, il y a les ados, mais est-ce que les enfants, ils ont... moi, j'ai un petit garçon de 6 ans. Il dort très bien. Des fois, il me réveille plusieurs fois la nuit. Pour 3 fois rien, c'est des bêtises. Je pense que c'est pas anormal. Mais est-ce qu'il y a des soucis? Est-ce que tu as des consultations pour les petits, les moins de 10 ans? Alors... avant de clore le sujet de l'océan, parce qu'il y a une chose là qui me semble quand même fondamentale, nos ados et vos ados, qu'est-ce qui se passe? Ils se couchent très tard et ils se lèvent très tard. En fait, il faut savoir que l'adolescent, de manière naturelle, devient un couche-tard, lève-tard. Donc l'adolescent, de par sa phase d'adolescence, enfin c'est pas la phase d'adolescence, c'est la phase de l'âge, entre 13 c'est la physiologie, c'est la physiologie naturelle entre 13 ans et 17 ans. Ces gens-là vont se coucher très tard et vont se lever très tard. Donc, nos rythmes scolaires font qu'ils doivent se lever à 6h30, 7h parce qu'ils ont cours à 8h. Mais nos ados, ils dormiraient bien jusqu'à 10h du matin et iraient facilement en cours jusqu'à 22h, 23h, ça ne les dérangerait pas. Donc, nos ados ne sont pas dans leur rythme naturel et c'est pour ça que le week-end, laissez-les dormir, ils récupèrent de leur dette de sommeil. Les ados en moyenne vont se coucher vers 22-23h, se lever à 7h pour 8 heures de sommeil. Un ado devrait dormir 10 heures. 5 jours, il perd 2 heures. 5 fois 2, 10 heures. Il fait donc une nuit blanche toutes les semaines. Laissez-le récupérer le week-end. Un petit peu, Voilà, ça c'était juste pour finir. 9h30, 10h 9h30, 10h. Donc les ados, laissez-les dormir le week-end. Ils doivent récupérer, mais ne les décalez pas trop non plus. L'idéal, c'est ça qu'ils se couchent le week-end vers 22h, 23h, comme durant la semaine, mais qu'ils se lèvent à 10h. Ça serait pas trop mal. Pour les ados. Et pourquoi est-ce que je parle de ce qu'on appelle un décalage de phase, L'ado devient du soir, couche-tard, lève-tard, contrairement aux petits-enfants. Vos enfants, vos petits-enfants, ceux qui en ont eu, savent bien que le nourrisson est un couche-tôt, lève-tôt. Et l'exemple que je cite toujours, vous êtes parents, vous avez des enfants en bas âge, vous dites super, ce soir je sors, je vais chez des copains, j'emmène l'enfant, je le couche tard, on matin on part tous faire la grasse mat. Avec Nenny, qu'est-ce qui se passe? Votre petit à 6h il est debout comme tous les jours. Parce que c'est un petit enfant, il est du matin, un couche-tôt, lève-tôt. Ce qu'on retrouve en fait chez les personnes âgées qui sont des couche-tôt, lève-tôt. C'est aussi physiologique. C'est tout à fait physiologique. D'accord. C'est aussi, après, c'est dans le coup de. On va parler des personnes parce qu'il y a des vraies spécificités. Donc, les enfants couchent tôt, lèvent tôt. Souvent, le nourrisson, vous le couchez, il s'endort. Et il se réveille et vous le levez. Donc, une qualité, une efficacité du sommeil quasiment proche de 100%. Le petit enfant grandit, à l'âge de 3 ans, il y a les cauchemars. Les enfants sont quand même peuvent être assez souvent somnambules, ont des anxiétés liées à l'école, liées aux parents, liées à la vie, voilà. Donc ils peuvent vous réveiller de temps en temps. Les petits enfants qui ronflent ou les enfants qui ronflent, allez quand même jeter un coup d'œil du côté des amygdales et des végétations, parce que les enfants peuvent faire de l'apnée du sommeil. Et les enfants qui font de l'apnée du sommeil, il y a un risque aussi en termes de troubles cardiovasculaires. C'est fréquent ça, l'apnée du sommeil Oui, c'est relativement fréquent, mais quasiment systématiquement c'est lié à une hypertrophie amygdalienne. Le traitement n'est absolument pas lié à des traitements pour l'apnée du sommeil, c'est vraiment purement et simplement une amygdalectomie. Nos confrères ORL font ça très très bien, mais ça n'est absolument pas systématique. Voilà, donc pensez bien aux apnées du sommeil de l'enfant quand vos enfants sont fatigués, irritables. Un enfant fatigué, comment est-ce que vous remarquez qu'un enfant est fatigué, qu'il a envie de dormir? Nous tous avons un coup de barre après le repas. Après le repas, il est physiologique.
Vos enfants, à ce moment-là, ils auraient envie de dormir. Mais en fait, comme ils sont à l'école, vers 14-15 heures, ils sont stimulés. Sauf que vos enfants n'ont aucune envie d'être stimulés puisqu'ils ont envie de dormir. Donc les enfants irritables en début d'après-midi, qui sont un petit peu grognons, bougons, et que les maîtresses vous disent « Oula, il est un peu difficile en début d'après-midi », pensez aux troubles du sommeil chez vos enfants. D'accord. C'est un petit signe indirect. Ensuite, les enfants grandissent, on arrive dans l'adolescence dont on a parlé, et puis en fait, à partir de l'adulte jeune, 17, 18, 19 ans, on devient ni du matin ni du soir, entre 22h et 8h du matin. Donc notre horloge se cale là-dessus. Naturellement. D'accord. Donc, ado, enfant, tu as parlé un petit peu des personnes âgées. Alors ça, c'est Oui. quand même Oui. une problématique. Moi, je vois souvent des personnes âgées qui me disent j'ai du mal à dormir, je me réveille la nuit, etc. Ouais. Alors c'est pour ça qu'il me semble important là de faire surtout, parce que souvent le coup de l'adolescent qui se couche tard, qui se lève tard, de petit enfant qui se couche tôt, on connaît un peu les jeux, mais par contre ce qu'on connaît très mal, ce que les gens connaissent très mal, c'est le vieillissement naturel du sommeil. Je dis bien naturel. Du sommeil. D'accord. Quand vous vieillissez, ce que j'ai toujours, la vue baisse un peu. Ça, on a l'habitude, on va chez l'ophtalmo, on cherche des lunettes, j'entends un peu plus mal, on parle un petit peu plus fort, on a un peu mal aux genoux. Voilà. Mais votre sommeil vieillit. Comment il vieillit? Il vieillit déjà en ayant une latence d'endormissement, donc une durée d'endormissement beaucoup plus longue. À 75 ans, mettre 45 minutes pour s'endormir est quasiment physiologique. Quasiment physiologique, mais 3/4 d'heure pour s'endormir. D'accord. Tu vois bien chez toi les patients qui viennent te voir et disent « je n'arrive pas à m'endormir ». Et on pose la question, une demi-heure, non, jusqu'à 30 à 45 minutes, c'est physiologique. Et c'est là où on commence à donner malheureusement des comprimés aux gens pour essayer de s'endormir. L'hypnotique, le somnifère est une très mauvaise réponse à un problème existant. Mais c'est pour ça, je pense que rien que le fait de dire aux gens que c'est normal et physiologique, j'ai pas dit qu'ils l'accepteraient, mais je veux dire au moins on peut leur dire que c'est normal. Donc, première chose, notre durée pour nous endormir augmente. La deuxième chose, c'est que en vieillissant, notre sommeil se fragmente. C'est-à-dire que je me réveille et je me rendors. Je me réveille et je me rendors. Attention, je n'ai pas dit que je ne me rendormais pas la nuit. C'est tout à fait différent. Mais je me réveille, je me rendors, je me réveille, je me rendors. Ça s'appelle la fragmentation du sommeil. Avec l'âge, le sommeil se fragmente. Et donc ça, ce sont des notions absolument importantes à prendre en compte. On met plus de temps à s'endormir, notre sommeil se fragmente. D'autant plus que souvent les personnes âgées, ils font la petite sieste à midi, ils dorment le soir à la télé. Donc tout ce temps de sommeil des 24 heures, il manque la nuit. Donc non seulement mettez plus de temps à vous endormir, comme vous êtes moins actif, il vous faut moins de temps de sommeil, il se fragmente, donc la nuit ça devient vite catastrophique. Donc le plus important pour la personne senior, c'est de sortir, d'avoir une activité sociale. J'insiste beaucoup sur l'activité sociale globale, qu'elle soit sportive, amicale, associative, ce que vous voulez, mais vivez normalement. Ne vous renfermez pas, surtout pas. Quelles que soient vos pathologies, avec l'âge, on a tous mal au genou, mal au ceci, un problème digestif, un problème de tension, un problème de cœur. On a tous, mais ne vous renfermez pas. Et c'est là aussi, je dirais, où le médecin traitant a un rôle fondamental. C'est-à-dire que pour tout ça, je crois qu'il y a le côté soin médical, il y a surtout ce côté accompagnement du patient en disant mais attendez, c'est normal, c'est physiologique, n'allez pas à la facilité parce que c'est pas facile d'expliquer ça. Ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pas forcément, comme tu l'as dit, compris. Et il y a une demande de médicaments, de solutions miracles. En disant mais s'il va me donner quelque chose, je vais finalement dormir de 22h ou de 21h jusqu'à 7h du matin. Et les gens veulent tout un petit peu, c'est notre société qui veut ça. Je n'accepte pas qu'il y ait des contraintes de manière globale. Donc, et on en revient à notre discussion initiale. Acceptez de vous connaître et acceptez de, si votre heure c'est 21h pour vous coucher, c'est 21h, pour d'autres c'est 23h. Parce que une donnée aussi fondamentale chez le senior, c'est qu'il redevient un couche-tôt, lève-tôt. Donc les gens qui se couchent à 20h, 20h30, il y en a beaucoup, mais ils vont pas se coucher au lit, ils vont se coucher à la télé. C'est ça. Ouais. D'accord? Ils se couchent à la télé, ils voient rien, mais ah non, pas au lit, vous avez vu l'heure qu'il est, je vais quand même pas aller me coucher à 20h30, on ne peut pas exagérer. Ils s'endorment, se réveillent difficilement à 21h30, 22h, on regarde encore un petit coup la télé pour la fin du film. La fin du film.
puis ils vont se coucher, et à 3 heures du matin, ils sont en pleine forme. Et c'est là où je pense que tu vois un certain nombre de gens venir vers toi en disant je suis éveillé la nuit, je suis insomniaque. Non, vous n'êtes pas insomniaque. Vous avez dormi de 20h30 jusqu'à 3h du matin, ça fait 4 et 3, ça fait 7 heures de sommeil. Vous avez fait votre nuit, vous êtes couche-tôt, lève-tôt, à 4h c'est fini. Le meilleur moyen pour que vous ayez une meilleure qualité, ne dormez pas 20h30. Là, essayez de pousser. Et ça sera nettement mieux que de prendre un somnifère à 3h du matin. On pousse un peu, 9h30, on pousse par demi-heure, on pousse par demi-heure, on pousse un quart d'heure. Ouais. Et tout ce que vous faites, faites-le toujours par tranche de 15 jours. Parce que notre horloge biologique met 10 à 15 jours à intégrer un changement d'horaire. D'accord. Donc si vous faites quelque chose et que vous dites le lendemain ça ne marche pas, non. Faites une chose de manière systématique pendant 15 jours et ensuite on refait le point. Donc je crois que c'est des gens qu'il ne faut pas hésiter à revoir. Pour toi, il faut les revoir par tranche d'un mois et tu vas faire remplir un calendrier du sommeil et tu verras que tout doucement ça va se caler et c'est assez magique et on parle plus de somnifères, on parle de plus rien et les gens vont commencer à se sentir mieux. Ouais. Donc ça c'est une bonne astuce. Donc on décale de 15 minutes. De 15 minutes et par 15 jours. Il faut attendre 15 jours. Et vous attendez 15 jours. On attend 15 jours et ensuite on repousse encore de 15 minutes et on regarde comment ça évolue. Parce que nous, on cale beaucoup plus rapidement parce que c'est des pathologies très spécifiques, mais je pense que pour les patients et pour vous qui n'êtes pas spécialiste de la chose, reculez doucement par 15 ou 20 minutes. Il n'y a pas le feu. Ça fait des années que les gens ne dorment pas. Donc, si on commence à améliorer, allez-y doucement et prenez le temps parce que l'horloge biologique, je vous rappelle, met 15 jours à se caler sur un nouvel horaire. D'accord. Ça, c'est une information intéressante. Je n'avais pas une horloge. C'est 15 jours. C'est à peu près 10 à 15 jours pour changer. Et après, on recale. Super, ok. Alors moi j'apprends plein de trucs, je dis tout de suite. et alors pour aider à caler, parce qu'on a parlé de sommeil, on a parlé de tout, et vous me dites oui, mais et quand est-ce qu'il parle de la mélatonine, puisqu'aujourd'hui tout le monde te parle de mélatonine. C'est ça, hein, la fameuse. La fameuse mélatonine. Alors la mélatonine, qu'est-ce que c'est? C'est une hormone qui est sécrétée par le cerveau quand la luminosité baisse. J'en reviens à ce que nous disions avant, tant que votre écran illumine votre rétine donne une information au cerveau comme quoi il y a de la lumière. Donc tant qu'il y a de la lumière, je ne sécrète pas de mélatonine. Or, pour s'endormir, vous êtes obligé de sécréter de la mélatonine. Donc, la mélatonine aussi va aider ces gens-là qui ont des troubles du calage de l'horloge. On peut leur donner un petit peu de mélatonine. Alors, la mélatonine, c'est pas si facile d'usage que ça. Moi, je dis toujours aux gens, n'en utilisez pas parce que les dosages que vous trouvez dans le commerce sont dosés 1 mg, 9 fois sur 10 sont pas très intéressantes. Allez voir vos médecins traitants. Au pire des cas, ils savent faire si vous nous passez un petit coup de fil et on vous donnera les bons dosages. D'accord. La mélatonine, c'est pas remboursé, ça? La mélatonine, c'est pas remboursé, mais la mélatonine, alors là aussi, la mélatonine prescrite par les médecins, qui est préparée en pharmacie, ça doit être du genre de 5 à 7 euros par mois. Oh, c'est pas très cher. Donc c'est vraiment pas très cher. D'accord. Donc voilà, la mélatonine est une aide à l'endormissement, mais il faut savoir surtout qu'elle va cycler votre horloge. D'accord. C'est surtout un recyclage de l'horloge biologique. C'est surtout l'adaptation qui compte. L'adaptabilité, l'adaptation qui compte. D'accord. Voilà. Mais donc voilà, la mélatonine, il faut quand même qu'on en parle un petit peu. La mélatonine est sécrétée quand la luminosité baisse. Et voilà pourquoi est-ce qu'il faut arrêter les écrans 2 heures. D'accord. Et bien donc on a vu beaucoup de choses. Les ados, les enfants, les seniors. Donc ça, enfin, globalement, c'est effectivement l'hygiène du sommeil. C'est ce qui permet de régler, tu dirais quoi, 70, peut-être 80% des situations? Oui, rien qu'avec ça, on règle. En fait, grâce à ça, les gens ne viennent même pas nous voir. Ouais. Et donc, nos délais d'attente vont diminuer. Donc, on a gagné, on a fait un vrai bond en avant. Ouais, c'est ça. Ça, c'est des choses. Nous sommes là en deuxième main pour aider les gens qui n'y arrivent pas. Mais je pense qu'il faut d'abord que vous preniez en main et que vous acceptiez aussi un certain nombre de contraintes quand on veut améliorer sa qualité du sommeil. Alors, avant de partir sur les pathologies, on va parler un petit peu de pathologie, de maladies qu'on peut retrouver au niveau du sommeil. On va juste répondre à quelques questions parce qu'on nous avait posé des questions. Alors, c'était quand j'ai posté ça il y a quelques temps.
Alors, on a un petit problème de connexion, parce qu'on nous a dit qu'il y avait, parfois ça sautait, donc on est désolé, on a fait au mieux, mais parfois la connexion saute un petit peu, donc peut-être que l'image n'est pas super. En tout cas, en replay, normalement, ça passera super. Mais bon, on va pas arrêter le live pour faire des manipulations techniques. Alors, attends, moi T'avais des questions? j'avais des questions, elles sont là. Alors, on avait, alors, toujours pareil, les questions c'est d'ordre général. On ne fait pas de consultation ici lors d'un live. L'idée c'est juste de répondre à des questions d'ordre général. S'il y a des choses plus précises, il faut consulter votre médecin et vous voir un spécialiste. Tu es d'accord avec moi? Ah, mais je suis entièrement d'accord, mais par contre ça sert quand même à orienter un petit peu et ça permet de voir un petit peu les interrogations des gens et d'y répondre. Alors on a Christelle Sandra, alors insomniaque, depuis mon plus jeune âge, n'arrive absolument pas à dormir sans somnifère. Je me réveille la nuit à plusieurs reprises, mon sommeil réparateur est rare. Alors, a priori, cette jeune dame, elle prend des somnifères depuis très longtemps. Donc, quand on prend des somnifères depuis très longtemps, finalement, l'organisme s'est habitué. En fait, il y a un cycle vertueux et un cycle non vertueux. Le cycle non vertueux, c'est que quand les gens... Alors, les gens me demandent, viennent souvent chez moi, je leur dis oui, mais moi je ne donne pas de somnifères. En 10 ans, j'ai dû donner 5 fois des somnifères. Je ne donne jamais de somnifères. Nous traitons sans somnifères. Les gens viennent chez nous pour ôter les somnifères et non pas pour en prendre un deuxième, un troisième ou un quatrième. Quand les gens prennent des somnifères, alors quand vous prenez un somnifère, une benzodiazépine, même si ça s'appelle des GABAergiques, enfin des choses un petit peu moins, comment dirais-je, moins entre guillemets toxiques, d'accord. Tout ça, ça reste quand même des benzodiazépines avec un risque majeur qui est donc des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, des troubles cognitifs. Éventuellement, on a prouvé sur le long terme une facilité à avoir des maladies d'Alzheimer, donc c'est quand même pas négligeable. Chez les personnes âgées, c'est des chutes, c'est souvent, comme votre médicament n'est pas sécrété le matin quand vous levez, donc vous avez encore votre somnifère le jour, donc vous êtes plus somnolent, plus fatigué, voilà. Deuxième chose, il y a un problème d'habituation à ces somnifères, c'est-à-dire que quand vous en prenez un demi, ça va bien marcher pendant 10 ou 15 jours. Puis, une habituation va s'habituer, puis vous passez à 1, puis 1,5. Enfin, voilà. Et donc vous êtes obligé d'augmenter la dose. Et surtout, il y a une certaine dépendance qui se crée. Comment cela se passe-t-il? Vous dites, maintenant j'en ai marre, j'arrête mon médicament. Et qu'est-ce qui se passe? Vous ne dormez pas. Et vous ne dormez pas, non pas parce que c'est parce que vous êtes obligé de prendre un médicament pour dormir, vous ne dormez pas parce que vous êtes en fait intoxiqué, entre guillemets. Il y a une toxicité du médicament qui vous empêche de dormir quand vous l'arrêtez. Donc c'est pas parce que vous ne prenez pas le médicament que vous ne dormez pas, mais c'est parce que vous n'avez pas votre dose que vous ne dormez pas. D'accord. Et ça c'est très important à comprendre. Donc le seul moyen d'arrêter les somnifères, c'est d'y aller doucement et deuxièmement de compenser. Si quelqu'un se couche à 22h et se lève à 8h avec un somnifère, vous êtes obligé de réduire un petit peu son temps de sommeil pour qu'il puisse s'endormir plus facilement. Voilà. Mais ça, c'est un travail de longue haleine. D'accord. C'est d'autant plus long que la personne a pris un somnifère. Depuis longtemps, et surtout aussi de la dose du somnifère. D'accord. Donc ça, le somnifère est une mauvaise réponse à un vrai problème. On va le répéter, tu vas le répéter. Le somnifère, c'est une mauvaise réponse à un vrai problème. Parce que voilà. Moi, personnellement, je crois que je ne fais pas d'initiation de traitement de somnifères. Je fais les renouvellements parce que ça a été fait. J'essaye effectivement de les diminuer, mais c'est très compliqué. Très compliqué. Alors, ne me faites pas dire non plus ce que je n'ai pas dit. Quand il y a des accidents de la vie, à un moment donné, prenez vos somnifères, parce que le fait d'avoir un sommeil réparateur va quand même vous permettre d'avoir moins de troubles de l'humeur, d'être un petit peu moins triste. Donc là, je pense que quand il y a des accidents de la vie ou des moments très précis, prenez un somnifère pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, ne m'a jamais posé de problème. Mais au bout de 3 semaines, un mois, il faut arrêter ce somnifère et passer sur autre chose. Passer un cap difficile avec un somnifère, oui. C'est pour de l'aigu, c'est pas pour de l'aigu. Chronique. C'est là où il faut réussir à l'enlever quand il n'est plus nécessaire. Ça, c'est important, c'est le message à passer. C'est prescrit pour une courte durée. Et si jamais même votre médecin finalement ne vous
continuer à vous le prescrire au bout de 2, 3, 4 mois, il faut peut-être effectivement lui reposer la question si c'est vraiment nécessaire. Ça, c'est Moi important. je pense que vraiment, je pense que quand on vous prescrit un somnifère pour une raison précise, je pense qu'il est très important pour vous de retourner voir votre médecin dans 15 jours, 3 semaines, rediscuter avec lui. Mais y aller spécifiquement, parce que n'allez pas chez votre médecin en disant voilà, pour 15 motifs de consultation, allez voir votre médecin traitant. Quand vous venez nous voir, nous, spécialistes, que ce soit un spécialiste du genou que j'ai interviewé, ou de l'obésité, ou que sais-je, allez voir votre médecin traitant pour un problème. Et si c'est un problème de somnifère, allez voir pour le problème du somnifère. C'est comme ça qu'il va pouvoir aussi prendre du temps. Je crois aussi ça, c'est un message à faire passer, parce que c'est une consultation quand même difficile et longue, il faut rentrer dans... Ça demande de la pédagogie, donc il faut prendre du temps. Voilà, du temps et de l'habitude. Bon, là, nous avons cette habitude, mais allez revoir votre médecin traitant, il est tout à fait apte, et je pense que c'est la base, la base de toute prise en charge. Avant de venir nous voir, allez voir votre médecin traitant, mais considérez-le comme quand vous venez nous voir pour un motif de consultation. Donc ça, c'était pour le somnifère. C'est effectivement un problème très, très fréquent. Une autre question, est-ce que c'est normal quand un enfant de 7 ans se réveille plusieurs fois la nuit, se rendort facilement, ou devrait-il dormir d'un trait? Alors, normalement, les enfants à 7 ans devraient quand même plutôt dormir d'entrée. Un enfant de 7 ans, alors 6 ans... Alors, on peut dire que jusqu'à l'adolescence, presque, il faudrait que les enfants dorment à peu près 10 heures par nuit. Puisque l'enfant de 6 ans, on dit que c'est 10 heures, l'enfant de 10 ans, on dit que c'est 10 heures, et l'adolescent, on dit que c'est 10 heures aussi, à peu près. On n'est pas à une demi-heure ou une heure près. Un enfant de 7 ans qui se réveille souvent la nuit, première question, y a-t-il des angoisses? Y a-t-il des cauchemars? Y a-t-il éventuellement du somnambulisme? Y a-t-il éventuellement des apnées? Enfin voilà. Après, encore une fois, tant qu'il se rendort rapidement, qu'il n'y a aucune conséquence la journée, je pense qu'il faut surtout rassurer tout le monde et dire que pour l'instant, attendez avant d'aller consulter. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai un sommeil assez perturbé, je me réveille plusieurs fois la nuit. Donc, les gens qui n'ont effectivement pas de mal à s'endormir, mais qui vont se réveiller plusieurs fois. Alors, indépendamment de l'âge, c'est des gens qui s'endorment facilement, mais qui vont avoir un sommeil un peu agité. Qu'on appelle, nous, le sommeil fragmenté, fragmentation du sommeil. Donc, je me réveille, je me rendors, je me réveille, je me rendors, avec des temps. Là, on parle de réendormissement, donc quand même des temps relativement courts, 5 à 10 minutes, et je me réendors. La vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que je me réveille? Et là, on va rentrer un petit peu dans les pathologies du sommeil. Alors, qu'est-ce qui est le plus fréquent? Le fait qu'on se réveille la nuit et qu'on se rendort, c'est éventuellement de l'apnée du sommeil, ou alors ce qu'on appelle un certain nombre des mouvements périodiques nocturnes. Donc, ces mouvements la nuit qui peuvent, des gens ou d'autres, qui peuvent en fait vous réveiller. D'accord. Donc, ça peut être une pathologie, donc ça justifie quand même d'en discuter avec son médecin pour voir si effectivement il y a une pathologie derrière ou si c'est autre chose. Tout va bien. Ok, donc ça c'est important. Voilà, donc la fragmentation du sommeil à partir de l'adolescence ou de l'adulte nécessite d'abord une consultation chez son médecin traitant qui lui saura très bien juger et jauger s'il faut consulter un spécialiste du sommeil pour éliminer éventuellement une pathologie intrinsèque à ce sommeil. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelques méthodes pour s'endormir, se rendormir en pleine nuit. Alors les méthodes pour s'endormir, on en a parlé au début, c'est le SAS, là, dont on a parlé. Alors voilà, c'est le SAS, et par exemple, moi je suis tellement convaincu que je le mets en pratique, c'est qu'en fait, le sommeil est une activité pluridisciplinaire. Il n'y a pas que le médecin qui peut aider le patient. Ça, c'est faux de croire qu'il n'y a que le médecin qui peut aider le patient. Nous travaillons ici, quand les gens sont hospitalisés, essentiellement pour les hospitalisations d'insomniaques, avec une psychologue. Nous avons ici au cabinet une diététicienne, parce que la diététique est très importante pour bien dormir. Un éducateur médico-sportif, parce que l'activité sportive est importante. Au cabinet, nous travaillons avec une de nos assistantes qui est hypnothérapeute. Alors l'hypnose, moi j'y crois, mais surtout en termes d'apprentissage, d'hypnose pour les gens, ce que nous appelons l'auto-hypnose, ça, je crois que c'est quelque chose de très important, mais qui est une méthode de relaxation comme peut l'être le yoga ou la méditation. Ok. Donc voilà, les méthodes, oui, et d'ailleurs nous en pratiquons diverses et variées ici, parce qu'il n'y a pas que le médecin qui puisse vous aider. Alors je fais juste un ajustement, juste une seconde. Tchac, tchac, tchac.
On va se mettre comme ça. On va se déplacer. On va se déplacer. On va se mettre comme ça, si on y arrive. Voilà. Voilà. On règle le tout pour que Leonardo il revienne Voilà. dans le champ. Voilà. Voilà, là on me voit. Donc on fait juste un autre plan de vue parce qu'on a un petit souci avec ça. C'est pas bien grave. Alors, on en était sur les méthodologies, sur les méthodologies pour dormir. dormir. Donc voilà. Donc pour dormir, ce sont toutes ces méthodes que nous utilisons, ces méthodes adjuvantes pour s'endormir. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Ok, normal, un enfant. Donc ça, on en a parlé. Donc ça, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour à ce niveau-là. Alors, au niveau maintenant, justement, des pathologies qu'on peut rencontrer dans le sommeil. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer tu en as dit un mot. Donc Oui, alors je crois qu'on va aller un petit peu des moins fréquentes aux plus fréquentes pour ça, s'arrêter, pour finir, ou enfin en tout cas discuter un petit peu plus longuement sur l'apnée du sommeil. Donc il y a déjà toutes les pathologies qui sont remarquées par le conjoint. Hein, ça, je crois que c'est très important. Les pathologies remarquées par le conjoint, ce sont des mouvements appropriés, mais souvent inappropriés durant la nuit. Ça peut être du somnambulisme, des gens qui se lèvent, qui ne se lèvent pas. D'accord. Ça peut être des troubles comportementaux avec des mouvements amples, des gestes très amples, des 4 membres. Et quand vous parlez à l'agent, ou quand vous parlez aux gens, les gens ne répondent pas. Les gens dorment vraiment, c'est ce qu'on voit nous dans nos enregistrements du sommeil. Les gens font des mouvements, font des choses, mais les ondes cérébrales sont des ondes de sommeil, ne sont absolument pas des ondes d'éveil. Donc c'est ce qu'on appelle, alors toutes les problèmes liés à la nuit, de mouvements ou de gestes, s'appellent des parasomnies. Donc toutes les parasomnies, aussi bien le cauchemar que les cauchemars, les hallucinations, enfin il y a pas mal de petites choses qu'on peut voir, donc ça c'en est une. La deuxième, la plus fréquente, c'est les mouvements périodiques nocturnes. Ce sont donc des gens qui, quand ils se lèvent la nuit, ont besoin de bouger les jambes, ou au moment de l'endormissement, ou là ils vont se lever et marcher sur du carrelage froid. Donc ça les réveille? Non, ils sont endormis. Ah d'accord, ils sont endormis. Ils ont les jambes qui bougent, ça les réveille. D'accord, oui, c'est ça. Ouais. Et ensuite, en fait, pour aller mieux, pour se rendormir, pour calmer les jambes, ils vont marcher. Et ils vont marcher par exemple sur du carrelage froid, le froid mêlant à la situation. C'est ce qu'on appelle un syndrome de jambes sans repos, ouais. Et surtout des syndromes des mouvements périodiques nocturnes. Le syndrome de jambes sans repos, c'est un syndrome extrêmement gênant pour les gens qui ont ça. C'est un syndrome. Ce sont des gens qui, essentiellement le soir, vont se plaindre de douleurs dans les jambes, de picotements. Je pense que tu en as déjà vu un certain nombre. Oui, Voilà, c'est relativement fréquent. Et par exemple, là, une cause très fréquente, ce sont les antidépresseurs, qui souvent aggravent les symptômes. Et les gens aggravent les symptômes, mais ne provoquent pas. Peuvent provoquer et aggravent. Et aggravent, d'accord. Et ce sont des gens, une fois qu'ils sont couchés, qui sont allongés, que ce soit sur le canapé pour regarder ou même le soir à table, sont obligés de bouger, et quand ils bougent, cela va mieux. Ça, même quand ils sont éveillés, enfin ils ont... Oui, c'est les gens le soir, souvent ils ont ça, qu'on appelle donc le syndrome de jambes sans repos. Peut y être associé ce qu'on appelle le syndrome des mouvements périodiques nocturnes, donc ces jambes qui bougent la nuit et qui peuvent éveiller les gens. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est de faire une polysomnographie, avec des électrodes au niveau jambier, puisqu'on fait une électromyographie systématique grossière au niveau des jambes.